Je me suis réveillée avant l'aube ce matin-là, ce genre de lumière grise de Seattle qui donne l'impression que le monde entier est silencieux et un peu fragile. Mon appartement était calme, le chauffage cliquetant doucement dans les conduits. Pendant un instant, je suis restée assise sur le bord du lit, les mains serrées autour de mes genoux. Je me souviens avoir pensé que ce serait une journée ordinaire. Un de ces froids matins de décembre où l'on fait du café, répond aux emails et essaie de ne pas trop penser aux fêtes. Si vous écoutez ceci en ce moment, dites-moi ce que vous faites. Pour moi, ce matin-là, je me tenais pieds nus dans ma minuscule cuisine, une tasse me chauffant les mains, quand tout a basculé. Cela me surprend toujours de voir à quel point une vie peut basculer rapidement. J'ai ouvert mon ordinateur portable comme je le faisais chaque mois de décembre, m'attendant à voir le déluge habituel de messages de ma famille à Tacoma. Le fil de discussion de groupe était normalement bruyant à cette période de l'année. Ma sœur Heather se disputant sur les recettes, mon père aboyant des instructions sur les heures d'arrivée, ma mère rappelant à tout le monde d'étiqueter les plats. Mais ce matin-là, la boîte de réception me fixait comme un mur blanc. Pas une seule ligne d'objet contenant le mot Noël. Pas une seule photo de quelqu'un en train de décorer. Pas même un rappel passif-agressif de Heather. J'ai actualisé la page une fois, puis une autre. Rien. J'ai essayé d'accéder au dossier partagé que nous utilisions toujours pour organiser le menu des fêtes. Accès refusé. J'ai cliqué à nouveau, pensant que j'avais peut-être utilisé le mauvais lien. Accès refusé. Ce message rouge brillait sur l'écran, net et intentionnel. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré d'une manière qui ne m'était que trop familière. Je suis restée là, ma tasse à mi-chemin de la bouche, et j'ai senti mon cœur s'accélérer. Pendant des années, c'était moi qui avais fait tourner cette maison en coulisses. Les paiements de l'hypothèque, les factures d'eau et d'électricité, Internet, les réparations, le tout payé discrètement depuis mon compte parce que je gagnais bien ma vie et parce que mes parents me l'avaient demandé de cette façon douce, imprégnée de culpabilité, qui rendait tout refus difficile. Mon père disait toujours qu'il s'occuperait de Noël et des traditions, et que je m'occuperais des choses ennuyeuses. Il le disait comme si c'était un compliment. Je ne l'ai jamais ressenti comme tel. J'ai posé ma tasse et j'ai pris mon téléphone, me disant que j'extrapolais. Peut-être avait-il lancé une nouvelle discussion. Peut-être mon père avait-il oublié de m'ajouter. Peut-être y avait-il un bug technique. Cette pensée ne me rassurait pas, mais j'ai quand même consulté mon téléphone. Une icône de nouveau message vocal clignotait en haut de l'écran. L'horodatage indiquait qu'il était arrivé tard la veille. J'ai appuyé sur lecture et j'ai collé le téléphone contre mon oreille. La voix de mon père a rempli la cuisine. Froide, monocorde, le ton même qu'il utilisait quand il voulait s'assurer que je savais qu'il avait le dernier mot. Il a dit qu'ils avaient discuté. Il a dit qu'ils étaient tous d'accord. Il a dit que je n'étais pas la bienvenue pour Noël cette année. Il n'y a eu aucune hésitation, aucune explication, juste le verdict. Je suis restée parfaitement immobile. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas respiré pendant une seconde. J'ai senti mes épaules se raidir comme si mon corps anticipait ce coup avant même que mon esprit ne puisse le comprendre. Une douleur familière a envahi le fond de ma gorge. J'ai dégluti difficilement. Un instant, j'ai simplement regardé par la fenêtre de la cuisine la rangée d'appartements et de balcons en face du mien. Une femme dans un grand manteau secouait un tapis par-dessus sa rambarde et riait de quelque chose que faisait son chien. La vie ordinaire, simple et chaleureuse, continuait à l'extérieur pendant que la mienne semblait se resserrer autour de moi. J'ai réécouté le message vocal, plus bas cette fois, comme si une deuxième écoute pouvait en changer le sens. Ce ne fut pas le cas. Cela n'a fait que rendre le souvenir plus vif. Le dernier Noël passé chez eux m'est revenu en mémoire d'un coup. J'étais arrivée en retard après qu'un déploiement au travail avait mal tourné. Mon père s'était tenu devant toute la famille et m'avait demandé si j'avais enfin décidé de rejoindre les vivants. Les gens avaient ri,
car il riait toujours quand il se moquait de quelqu'un. Mon visage avait brûlé d'humiliation alors que je posais le plateau de nourriture que j'avais préparé à l'aube. Maman avait fait semblant de ne rien remarquer. Heather avait levé les yeux au ciel et m'avait dit de me détendre. J'ai refoulé ce souvenir comme je le faisais toujours. Mais quelque chose de différent s'est produit cette fois. Au lieu de s'effacer, il est resté là. J'ai marché jusqu'à la table et je me suis affalée sur une chaise. Mes doigts se sont crispés sur les bords de mon téléphone jusqu'à me faire mal. Je sentais le tremblement de mes mains, non pas de peur, mais de clarté. Une sorte de reconnaissance silencieuse m'a envahi. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils ne m'avaient pas négligé. Ils avaient choisi de m'exclure. Le message vocal était toujours ouvert sur mon écran. Mon pouce a plané au-dessus des options. J'ai appuyé sur enregistrer. Le son du clic a semblé définitif. Je me suis adossée et j'ai laissé ma tête reposer contre la chaise, fixant le plafond. La pièce semblait trop calme. Je me sentais plus vieille que mes 32 ans à ce moment-là, fatiguée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Mais sous cette fatigue se trouvait quelque chose de stable, quelque chose qui avait été refoulé et ignoré pendant des années. Une ligne se dessinait, une limite que je ne reconnaissais pas encore, mais dont je savais avoir besoin. Mon téléphone a vibré une fois dans ma main. Je l'ai levé, m'attendant à un autre message de mon père. Ce n'était pas le cas. C'était mon calendrier professionnel, me rappelant une réunion dans 1 heure. Le monde ordinaire me rappelait à lui, me demandant d'avancer. J'ai posé le téléphone face vers le haut sur la table. L'icône du message vocal brillait toujours en haut de l'écran, comme un rappel que je n'étais pas prête à affronter à nouveau. Dehors, le ciel était passé du gris à un argent terne. J'ai regardé la lumière changer sur le mur et j'ai laissé chaque pensée s'apaiser, comme la neige se dépose dans une rue calme, lentement, lourdement, clairement. J'ai repris ma tasse, le café était maintenant tiède, et j'ai pris une longue gorgée. Mes mains se sont stabilisées, ma respiration s'est régularisée. Et c'est alors que la seconde notification a glissé sur mon écran, douce comme un murmure, portant un nom que je ne m'attendais pas du tout à entendre. Pendant 1 seconde, mon cerveau n'a pas compris ce que je regardais. Mes yeux ont parcouru la ligne d'aperçu avant que les mots ne percutent. Un rappel amical que mon paiement automatique de $2750 pour la propriété de Crane Ridge à Tacoma serait traité dans 2 jours. Je suis restée assise là, fixant cette petite notification comme si elle arrivait d'un autre univers. Mon père venait de me dire que je n'étais pas la bienvenue pour Noël, qu'ils étaient tous d'accord, et voilà que mon application bancaire me rappelait joyeusement que j'allais payer pour le toit au-dessus de leur tête. Quelque chose en moi s'est mis en place. J'ai posé la tasse avec précaution et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé sur mes emails professionnels, mais mes mains se sont dirigées directement vers l'onglet de la banque. Je me suis connectée sans vraiment y réfléchir. De la même manière que la mémoire musculaire prend le relais quand on répète quelque chose assez longtemps, le tableau de bord est apparu, tout bleu, blanc et calme. Compte courant, épargne, retraite, et puis là, comme un rocher au milieu d'un ruisseau, la ligne de l'hypothèque, Crane Ridge, Tacoma. Prochain paiement, $2750. Ma gorge est devenue sèche. J'ai ouvert l'historique des transactions et j'ai fait défiler. Mois après mois, même montant, même jour, depuis presque 4 ans. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête, les chiffres s'empilant jusqu'à ce que ma poitrine se serre. C'était plus que ce que la plupart des gens gagnent en 1 an. C'était plus que ce que mes parents n'avaient jamais investi pour mon avenir. J'avais envoyé cet argent discrètement pendant que mon père faisait la cour lors des dîners de famille en racontant à quel point il travaillait dur pour subvenir à nos besoins. Je suis sortie de là et j'ai ouvert le tableur que je tenais pour moi-même. Celui que j'avais commencé au début de ma vingtaine quand j'avais décidé de me débarrasser sérieusement de mes dettes. À l'époque, je notais chaque café latte et chaque course à l'épicerie.
Ces dernières années, les entrées les plus importantes étaient toutes identiques. Hypothèque, eau, électricité, Internet, taxes foncières, assurance. Le document s'est chargé et mes propres notes m'ont sauté aux yeux. J'ai fait glisser mon doigt sur le pavé tactile et j'ai suivi les chiffres, ligne après ligne. Ligne, crâne payé. Crâne payé à nouveau. Forfait électricité payé. Gaz payé. J'avais étiqueté la plupart de ces entrées sous le nom de « maison familiale ». J'ai fixé cette étiquette et j'ai senti ma mâchoire se contracter. Il y avait un lien numérisé dans un coin de la feuille que je n'avais pas ouvert depuis longtemps, document de prêt. J'ai cliqué dessus et j'ai attendu que le PDF s'affiche lentement sur l'écran. Les lettres noires semblaient trop nettes dans la lumière du matin. En haut, sous propriétaire de l'immeuble, il était écrit George Mitchell et Dana Mitchell, mon père et ma mère. En dessous, en caractères plus petits, figuraient les informations sur l'emprunteur. Mon père et ma mère, puis une seconde section, co-emprunteur. Mon nom y figurait en toutes lettres, Lorraine Mitchell. Aucune mention de copropriétaire. Aucune mention de titre partagé. J'étais un nom dont la banque avait besoin, pas une personne ayant des droits. Je me suis souvenu du jour où mon père avait apporté les papiers à mon appartement. Je venais de commencer mon nouveau travail à Seattle, fraîchement promue, encore stupéfaite de gagner 350 000 $ par an. Il s'était assis à ma petite table de cuisine en parlant d'opportunités, de famille, de la façon dont cette maison à Tacoma allait faire partie de notre héritage. Il avait dit que la banque avait besoin de mes revenus pour obtenir un meilleur taux et qu'une fois les choses stabilisées, il m'ajouterait sur l'acte de propriété. Maman avait hoché la tête, les yeux baissés, les mains serrées autour d'une tasse de café. J'avais tellement voulu le croire. En regardant le document maintenant, ce souvenir ressemblait à une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Mon estomac s'est noué. J'ai continué à faire défiler les petits caractères, cherchant quelque chose qui prouverait que j'avais mal compris. Ce n'était pas là. Je me suis adossée et j'ai frotté mon front avec la paume de mes mains. Ma respiration semblait trop forte dans la cuisine silencieuse. Dehors, le trafic sur l'autoroute bourdonnait faiblement comme un océan lointain. J'ai pensé à toutes les fois où mon père avait présenté la maison comme quelque chose qu'il avait bâti. La façon dont il se rengorgeait quand les voisins complimentaient la cuisine. Il n'avait jamais mentionné que sa fille à Seattle avait discrètement signé la plupart des chèques. Je suis revenue au tableur et j'ai ajouté une nouvelle colonne à la fin. Je l'ai étiquetée avec un petit sourire amer, réalité. Dans cette colonne, j'ai commencé à additionner ce que j'avais réellement contribué. Les totaux de l'hypothèque, les factures courantes, les coûts de rénovation, la nouvelle machine à laver quand l'ancienne avait inondé la buanderie, la réparation du toit après la première grosse pluie, la facture de l'électricien quand le vieux câblage avait échoué à l'inspection. Quand j'ai fini ce décompte approximatif, la tête m'a tourné un peu. Plus de 90%. C'était l'estimation qui me fixait. Plus de 90% de l'argent qui avait servi à maintenir cette maison debout venait de moi, pendant que mon père racontait à tout le monde qu'il portait la famille sur ses épaules. Je suis restée assise là pendant une longue minute, écoutant le tic-tac léger de l'horloge de ma cuisinière. Une petite pulsation de colère brûlait derrière mes yeux. Pas le genre sauvage qui fait hurler, mais le genre calme qui s'assoit et prend des notes. Sur une impulsion, j'ai ouvert mes emails et j'ai cherché « Crane Ridge ». Toute une traînée de messages s'est allumée. Des rappels de la banque, des avis des compagnies d'électricité et de gaz, des reçus du magasin de bricolage quand j'avais commandé des matériaux pour la rénovation de la cuisine. Tous étaient adressés à moi. Aucun d'eux n'avait jamais été mentionné lors des dîners de famille. J'ai cliqué sur un email datant de 2 ans, quand j'avais payé une énorme facture de plomberie. J'avais écrit à mon père pour lui expliquer le coût et lui dire que c'était réglé, mais que nous devions discuter de la mise en place de limites sur la durée pendant laquelle je pourrais continuer ainsi.
Sa réponse avait été courte, presque méprisante. Il avait dit quelque chose sur le fait que la famille s'entraide et qu'avec mon gros salaire dans la tech, c'était la moindre des choses. Je l'ai relu maintenant, et j'ai ressenti ce même vieux pincement au cœur. Sauf que cette fois, cela ne m'a pas fait me sentir petite. Cela m'a apporté de la clarté. Je suis passée de mes emails à mes messages et j'ai remonté loin dans la discussion intitulée « Famille ». Pendant des années, c'était là que nous partagions des photos et des nouvelles. À un moment donné, c'était devenu un endroit où mon père lançait des instructions et Heather suivait le mouvement. J'ai continué à faire défiler jusqu'à tomber sur un bloc de messages datant de l'époque où j'avais signé les papiers du prêt. Je me suis souvenu que mon père m'avait dit qu'il expliquerait les choses à la famille plus tard. Il l'avait fait, à sa manière. Il y avait un fil de discussion séparé, auquel je n'avais pas prêté attention à l'époque, un fil auquel il m'avait ajouté après coup. Mes doigts ont ralenti quand j'ai vu le nom du groupe, Mitchell Core. Je l'ai ouvert et j'ai remonté les messages. Beaucoup de discussions, la plupart concernant mon père se plaignant des factures et Heather ronchonnant sur sa propre vie. Puis mes yeux se sont posés sur un petit groupe de messages qui m'a retourné l'estomac. Heather avait écrit que, au moins, quelqu'un dans cette famille était utile. Mon père avait répondu que Lorraine devrait être reconnaissante de pouvoir payer pour quelque chose de réel au lieu de gaspiller de l'argent dans son appartement du centre-ville et des gadgets débiles. Heather avait envoyé un emoji qui rit et avait dit que Lorraine, c'était toujours un peu trop prise pour quelqu'un. Mon père avait répondu que, tant que je faisais couler l'argent, il pouvait tolérer cette attitude. J'ai lu cette dernière ligne 3 fois. C'était une chose de se sentir utilisé. C'en était une autre de voir cela acté comme une transaction approuvée dans une discussion de groupe. Il ne se contentait pas de s'appuyer sur moi, il mesurait ma valeur en dollars et commentait cela comme s'il s'agissait d'un spectacle. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai posé le téléphone, puis je l'ai repris et j'ai fait des captures d'écran de tout le fil. Chaque petit clic du son de capture me faisait l'effet d'un clou s'enfonçant dans une planche de bois. J'ai déposé les captures d'écran dans un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai nommé avec le premier mot qui m'est venu à l'esprit, preuve. Je suis resté là à fixer la petite icône du dossier, ressentant un étrange mélange de chagrin et de soulagement. Chagrin pour toutes les années passées à me contorsionner pour correspondre à leur idée de la famille. Soulagement d'avoir enfin la preuve que je ne l'imaginais pas, que le léger pincement au ventre chaque fois que mon père m'appelait pour demander de l'argent était mon corps qui me mettait en garde depuis le début. La lumière dans la cuisine a changé au fur et à mesure que la matinée avançait. Mon café avait refroidi, intact. J'ai poussé la tasse de côté et j'ai regardé à nouveau la notification de l'hypothèque toujours présente dans ma boîte de réception. 2 jours avant le prochain paiement. Pour la première fois depuis que j'avais signé ces papiers, une pensée s'est formée dans mon esprit, à la fois terrifiante et solide. Je n'étais pas obligée de le laisser passer. Cette pensée est restée dans mon esprit comme une petite flamme stable, tandis que le reste de mon corps était glacé. J'ai fermé la fenêtre de la banque et j'ai repoussé l'ordinateur portable. Mais l'idée est restée avec moi alors que je marchais dans le couloir pour prendre un pull dans la chambre. Chaque pas me semblait plus lourd, comme si mon corps savait déjà que c'était un tournant, même si mon esprit n'avait pas encore rattrapé le coup. Le pull était posé sur une chaise près de la fenêtre, et quand je l'ai ramassé, j'ai remarqué mon reflet dans la vitre. J'avais l'air fatigué, pas physiquement, mais de cette fatigue profonde qui vient d'avoir été pendant des années la médiatrice, la pourvoyeuse et celle qui ne disait jamais non. Mes yeux se sont attardés sur mon propre visage, m'étudiant presque, me demandant comment je n'avais pas vu tout cela plus tôt. J'ai enfilé le pull et je me suis assise au bord du lit, fixant le tapis alors que des souvenirs commençaient à remonter. Pas les plus doux, mais ceux que j'avais rangés dans des boîtes au fond de ma mémoire. Des moments qui semblaient insignifiants à l'époque, mais qui, mis bout à bout, formaient un schéma que je ne pouvais plus ignorer. Je me suis souvenu de mes 17 ans,
quand j'avais été acceptée dans un programme d'été de technologie à Portland. J'étais tellement excitée que je l'avais dit à papa dès mon retour de l'école. Il avait à peine levé les yeux de son journal avant de me dire que c'était trop loin, et que je ne devais pas agir comme si j'étais supérieure aux autres. Je me suis souvenu de la façon dont j'avais plié la lettre d'acceptation en un minuscule carré pour la cacher dans le tiroir de mon bureau. Ce programme aurait pu tout changer très tôt, mais mon père avait fait passer mon ambition pour un manque de respect. Je me suis souvenu de mon arrivée à Seattle et de mon embauche chez Arcton Digital. Je l'avais appelé la veille de mon premier jour, espérant un signe de fierté. Il m'avait dit de ne pas attraper la grosse tête, et m'avait rappelé que la famille passait avant la carrière. À l'époque, je pensais qu'il disait cela avec amour. Maintenant, j'entendais l'avertissement derrière les mots, continue à nous aider. Continue à payer. N'oublie pas ce que tu nous dois. J'ai frotté mes paumes sur mon jean et je suis retournée à la cuisine. L'air semblait différent maintenant, plus clair, comme si quelque chose avait changé dans la pièce et en moi. J'ai ouvert le frigo sans raison réelle, j'ai regardé les étagères, puis je les refermais. Mon esprit n'arrêtait pas de repasser des choses que j'avais balayées d'un revers de main pendant des années. J'ai pensé au fait que mon père ne partageait jamais de détails financiers avec personne, mais s'attendait à ce que je paie les factures sans aucune explication. J'ai pensé à Heather, assise à cette table de salle à manger rutilante, souriant quand les voisins louaient les rénovations comme si elle avait choisi les carreaux que j'avais passé un samedi entier à sélectionner. J'ai pensé à la fois où elle m'avait dit de sa voix douce et suggestive que ma carrière était bien, mais qu'il valait mieux être solidaire que de réussir. La réalisation que tout cela avait été un conditionnement m'a fait contracter la mâchoire. J'ai marché jusqu'au petit bureau dans le coin du salon, et j'ai sorti la pile de courriers que j'avais ignorée pendant une semaine. Juste au-dessus se trouvait une autre enveloppe de la société d'hypothèque. Ils envoyaient toujours une copie physique, même si j'étais passée à la facturation dématérialisée depuis des lustres. La lettre pliée à l'intérieur indiquait le même montant que la notification, 2750 $ dû dans 2 jours. Je l'ai posé à plat sur le bureau, et je l'ai fixé jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. C'est alors que j'ai entendu mon téléphone vibrer à l'autre bout de la pièce. J'ai vérifié l'écran, et je me suis figée. Un SMS de mon père. L'aperçu ne montrait que les premiers mots, « Il faut qu'on parle de Noël ». Mon souffle s'est coupé derrière mes côtes. J'ai ouvert le message avec un pouce qui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Le message était court. « Puisque tu ne viens pas, nous avons besoin que tu transfères la compte pour le traiteur ce soir. Heather s'occupe du menu et a dit qu'elle t'avait envoyé le total. C'est 7000 $. Ne sois pas en retard. » J'ai laissé tomber le téléphone sur le coussin du canapé. Il n'y avait pas de point d'interrogation, pas de salutation, pas de merci. Juste des instructions, comme si j'étais une employée qui avait manqué une date limite. J'ai frotté ma nuque et je suis allée à la fenêtre. Le ciel dehors était devenu pâle et froid, le genre de lumière qui promet de la pluie. 7000 $ pour un traiteur. Pour un dîner de Noël auquel je n'étais apparemment pas la bienvenue. Je n'avais même pas vu la facture, et il me disait déjà de la payer. Une partie de moi qui se souvenait encore d'avoir été une fille pleine d'espoir voulait croire à un malentendu. Peut-être que Heather s'était trompée en tapant. Mais la partie plus importante, celle qui avait passé toute la matinée devant des papiers prouvant la vérité, savait à quoi s'en tenir. J'ai repris le téléphone et j'ai fait défiler la discussion familiale. Tout en haut se trouvait un message de Heather envoyé tard la veille, le menu est finalisé. Lorraine couvrira la compte. Papa a dit qu'elle l'avait promis. Je n'avais jamais rien promis. La chaleur a envahi ma poitrine, remontant jusqu'à mes joues. J'ai tapé une réponse, quand ai-je promis ça? Mon doigt a plané au-dessus d'envoyer, mais après une longue inspiration, j'ai effacé le message. Je ne leur devais aucune explication. J'ai reverrouillé mon téléphone.
Je suis retournée vers le bureau et je me suis assise lentement. La lettre de l'hypothèque était devant moi comme une question. Pendant des années, j'avais répondu à cette question par une loyauté aveugle. Aujourd'hui, pour la première fois, je la voyais clairement. J'ai rallumé mon ordinateur portable et j'ai ouvert un document vierge. Mes doigts n'ont hésité qu'une seconde avant que je ne commence à taper les détails que j'avais évité d'affronter pleinement. Paiement, date, réparation, accord tacite, promesse rompue. J'ai tout écrit comme si je préparais un dossier pour que quelqu'un d'autre le lise. Mais ce dossier était pour moi. Plus je tapais, plus ma respiration se stabilisait. Les faits étaient simples. J'avais porté le poids financier d'une maison dans laquelle je ne vivais pas et où je n'étais pas la bienvenue. J'avais payé pour une image de marque familiale contrôlée par mon père et pour un confort qu'ils acceptaient sans gratitude. Je m'étais autorisée à croire que les aider signifiait que j'étais nécessaire, aimée, incluse. Mais ce matin m'avait montré exactement ce que j'étais pour eux. Une source, une ressource, une ligne de revenus fiable. Et maintenant, ils en voulaient plus, 7000 $ pour le traiteur en plus de tout le reste. Je me suis adossée lentement, laissant la vérité s'installer sans lutter contre elle. Une douleur sourde s'est propagée dans ma poitrine, mais sous elle se trouvait quelque chose de plus ferme, de la résolution. J'ai regardé la lettre de l'hypothèque une dernière fois. 2 jours. C'était tout. J'ai repris mon téléphone avec un calme étrange et j'ai ouvert l'application bancaire. Mon pouce a plané au-dessus des paramètres de prélèvement automatique, pas encore prête à toucher quoi que ce soit, mais ne craignant plus cette possibilité. Pour la première fois de ma vie, la pensée de dire « non » ne ressemblait pas à une trahison. C'était comme de l'air frais. Je suis restée assise là, le téléphone à la main, laissant ce sentiment m'envahir jusqu'à ce qu'une pensée différente me ramène au moment présent. Si je faisais cela, si je le faisais vraiment, il le remarquerait et tout changerait. La pièce semblait silencieuse, trop silencieuse, et j'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'un léger coup à la porte de mon appartement me fasse sursauter. Je me suis levée lentement, ne sachant pas qui pouvait me rendre visite si tôt dans la journée. J'ai pris une inspiration, j'ai repris mes esprits et je me suis dirigée vers la porte. J'ai posé la main sur la poignée et je me suis arrêtée quand j'ai entendu une voix familière de l'autre côté. C'était ma mère. Je me suis figée, le souffle court. Je n'avais pas entendu la voix de ma mère devant mon appartement depuis des années. D'habitude, elle laissait mon père parler pour eux deux. Et quand elle me contactait, c'était par SMS, d'une manière douce et vague, comme si elle avait peur de dire ce qu'il ne fallait pas. Entendre mon nom prononcé doucement à travers le bois m'a retourné l'estomac. J'ai ouvert la porte lentement. Elle se tenait là, enveloppée dans un long manteau de laine, les cheveux attachés en arrière, les yeux parcourant mon visage comme si elle se préparait à un choc. Elle tenait un sac de course réutilisable dans une main, comme si elle avait besoin d'un prétexte pour être là. « Salut, ma chérie. » Sa voix était chaleureuse, mais elle semblait un peu forcée. « Je peux entrer une seconde ?» J'ai reculé sans répondre. Elle est passée devant moi et a posé le sac sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai regardée observer mon appartement, son regard s'arrêtant sur l'ordinateur ouvert et la pile d'enveloppes. Impossible de cacher la lettre de l'hypothèque posée juste au-dessus. Ses yeux s'y sont attardés un instant de trop avant qu'elle ne se tourne vers moi avec un petit sourire qui semblait peser plus lourd qu'elle. Je me suis dit que je passerais puisque j'étais dans le quartier. Elle a joint les mains comme elle le faisait toujours quand elle voulait paraître inoffensive. Je t'ai fait du cake à la banane. Je sais que tu l'adores. J'ai jeté un coup d'œil au sac. Effectivement, un pain enveloppé d'aluminium s'y trouvait. Ma poitrine s'est serrée. En grandissant, le cake à la banane était son offrande de paix. Elle en faisait toujours après que mon père avait perdu son sang-froid, posant le pain chaud sur le comptoir comme si la douceur pouvait remplacer les excuses qu'il ne présentait jamais. Je n'ai rien dit.
Elle a baissé les yeux vers ses mains et s'est éclairci la gorge. Ton père a mentionné que tu étais contrarié. Les mots sont sortis lentement, avec précaution. Je voulais t'entendre me dire ce qui s'est passé. Tu sais comment il est parfois. Il ne choisit pas toujours les bons mots. Un petit rire sec m'a échappé avant que je ne puisse le retenir. Il m'a dit que je n'étais pas la bienvenue pour Noël. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de formuler ça. Elle a tressailli comme si la phrase lui avait causé une douleur physique. Il ne le pensait pas comme ça. Noël est une période stressante. Les plans sont devenus compliqués. Compliqués. C'était le mot qu'elle avait utilisé quand mon père m'avait hurlé dessus parce que j'avais été admise dans une université qu'il jugeait trop loin. C'était le mot qu'elle avait utilisé quand il avait refusé d'assister à ma remise de diplôme. C'était toujours sa façon de transformer une blessure en quelque chose d'assez petit pour être avalé. Je me suis appuyée contre le comptoir et j'ai croisé les bras. Maman, étais-tu au courant pour le vote? Les mots m'ont surprise moi-même en sortant. Je n'avais pas prévu de les dire tout de suite. Ses yeux se sont agrandis. Vote? Quel vote? Je l'ai observé attentivement et je l'ai vu, ce minuscule éclat de panique. Elle savait quelque chose. Peut-être pas tout, mais assez. Le vote pour décider si je devais venir à Noël. Celui où tout le monde était d'accord pour que je ne sois pas là. Ses mains se sont serrées l'une contre l'autre. Je ne faisais pas partie de ça. Je n'ai rien accepté. Ton père a dit que certaines choses étaient mieux décidées sans entraîner tout le monde dans le malaise. Donc il te l'a dit après coup. Elle n'a pas répondu, mais son silence suffisait. Elle a essayé à nouveau, sa voix s'adoucissant. Je suis venue ici parce que je voulais parler de l'acompte du traiteur. Il a dit que tu étais confuse à ce sujet. La colère a flambé dans ma poitrine. Confuse. J'ai répété le mot lentement, sentant la chaleur monter le long de ma colonne vertébrale. Il me dit de payer $7 000 pour un dîner auquel je ne suis pas invitée, et tu penses que je suis confuse? Elle a secoué la tête rapidement. Je ne dis pas que tu dois payer. Je sais juste que Heather a été stressée, et ton père ne veut pas que les fêtes tombent à l'eau, pas après tout ce qui s'est passé cette année. Il a pensé que tu pourrais peut-être t'occuper de l'acompte, comme tu le fais toujours. Comme je le fais toujours. C'était là, l'attente silencieuse construite au fil des ans. Je me suis demandé si elle s'entendait parler. J'ai désigné la pile de lettres. Maman, cette maison est à ton nom et à celui de papa. Pourtant, presque toutes les factures de cette pile sont adressées à moi. Sais-tu combien j'ai payé au fil des ans? Connais-tu le montant? Elle a de nouveau cligné des yeux vers les lettres, son expression se crispant comme chaque fois qu'elle sentait un danger, mais ne savait pas quelle position prendre. Ma chérie, ton père a dit que la maison était un fardeau. Il a dit que tu avais proposé ton aide. Nous pensions. Elle a soupiré. Nous pensions que tu avais compris. J'ai enfoncé mes mains dans mes poches pour les empêcher de trembler. J'ai proposé mon aide à court terme. Pas de financer votre vie entière à Tacoma. Pas de payer chaque traite et chaque facture de réparation pendant que papa se vante auprès des voisins d'avoir assez économisé pour prendre une retraite anticipée. Elle a dégluti, la culpabilité traversant son visage. Lorraine, je ne connaissais pas les chiffres exacts. Alors demande-les. J'ai fait un geste vers le bureau. Regarde-les. Elle a fait un petit pas hésitant en avant. Puis, elle m'a regardé avec cette expression d'impuissance pour laquelle j'avais l'habitude d'avoir pitié. Plus maintenant. Quelque chose en moi ne se laissait plus amadouer par ses excuses. Ma chérie, ton père n'est pas doué avec l'argent, a-t-elle chuchoté. Il ne l'a jamais été. Il est plein de bonnes intentions, mais il se laisse déborder. Il s'appuie sur toi parce qu'il te fait confiance. C'est tout.
Je l'ai fixée, stupéfaite de la facilité avec laquelle elle rebaptisait la manipulation en confiance. Maman, il m'a dit que je n'étais pas la bienvenue. Il a dit à la famille que je ne venais pas, puis il m'a dit de tout payer quand même. Elle a fermé les yeux un instant. Quand elle les a rouverts, ils brillaient. Je suis désolée que tu l'aies pris comme ça. J'ai senti quelque chose se briser net en moi, comme un bâton cassé en deux. J'en avais fini de me plier pour correspondre à la version de la fille que mon père avait construite et que ma mère avait aidé à maintenir. Plus de minimisation, plus d'explications, plus de mensonges réécrits. J'ai pris une lente inspiration. Maman, es-tu venue ici parce que tu t'inquiètes pour moi ou parce qu'il t'a dit de me convaincre de payer? Son visage s'est décomposé une seconde avant qu'elle ne se redresse. Je suis venue parce que je ne veux pas que la famille soit divisée. Je suis venue parce que si tu refuses la compte, ton père va exploser et je ne peux pas supporter d'autres fêtes comme l'année dernière. Je suis venue parce que Heather est anxieuse et ton père a dit que tu faisais ta crise. Voilà la vérité, enveloppée dans des mots doux. Elle voulait que je maintienne la paix pour ne pas avoir à subir les conséquences. J'ai reculé d'un pas. Je ne paie pas. Ni le traiteur, ni l'hypothèque, ni les factures, pas un centime de plus. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une porte qui claque. Elle m'a regardé, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Lorraine, s'il te plaît, réfléchis à ce que cela signifie. J'y ai déjà réfléchi. Pour la première fois, elle a semblé sincèrement effrayée, non pas pour moi, mais pour ce que ferait papa quand il l'apprendrait. Elle a repris le sac de cake à la banane, comme si elle pouvait arranger tout cela avec des glucides et de la nostalgie. S'il te plaît, parle-lui avant de prendre une décision. J'ai secoué la tête. Il n'y a rien à dire. Il a pris sa décision. Maintenant, je prends la mienne. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas pleuré. Au lieu de cela, elle a pris une longue respiration saccadée et s'est dirigée vers la porte. Si tu arrêtes les paiements, la maison sera plongée dans le noir. Elle a dit cela doucement, comme un avertissement. Elle espérait que je changerais d'avis. Ton père va m'en vouloir. C'est à ce moment-là que j'ai senti la clarté s'installer définitivement en moi. Peut-être qu'il le devrait. Elle s'est figée, la main sur la poignée, absorbant mes paroles. Puis, avec un petit signe de tête qui ressemblait plus à une reddition qu'à une compréhension, elle est sortie. La porte a cliqué derrière elle. Je suis restée seule dans le silence pendant plusieurs longues secondes avant de retourner vers le bureau, de m'asseoir et de rapprocher mon ordinateur. Ma main a de nouveau plané au-dessus des paramètres d'autopaiement. Cette fois, je ne tremblais pas. J'ai cliqué sur le compte. Puis, j'ai cliqué sur la demande d'annulation. L'écran m'a demandé de confirmer. J'ai levé le doigt, prête à toucher le bouton, quand mon téléphone s'est allumé sur le comptoir. C'était mon père qui appelait. J'ai conduit jusqu'à Tacoma sans me laisser le temps de trop réfléchir. L'autoroute était presque déserte, une longue étendue grise coupant le matin humide de décembre. Mes mains restaient serrées sur le volant, et toutes les quelques minutes, je rejouais le fichier audio que Tammy m'avait envoyé, entendant la voix de ma sœur dégoulinante de ce mélange familier de moquerie et de certitude. Il n'avait aucune idée que j'avais des preuves de tout cela. Il n'avait aucune idée que j'avais fini de faire semblant. Au moment où je me suis engagée dans l'allée de mes parents, les nuages étaient bas et lourds. La maison semblait la même que d'habitude. Cette demeure bleue de 2 étages que mon père avait insisté pour acheter parce qu'il aimait l'idée d'espace, d'image et de statut. Le genre de maison qui nécessitait des réparations constantes, de l'argent constant, une attention constante. Mon argent, en fin de compte. Je suis restée dans la voiture pendant une longue minute, observant les rideaux de la cuisine bouger. Quelqu'un bougeait à l'intérieur. Je pouvais déjà l'imaginer.
Mon père assis à la table du petit déjeuner avec son café, agissant comme s'il avait construit cet endroit de ses propres mains. Ma mère se déplaçant silencieusement autour de lui, toujours prudente, toujours effacée. Et Heather, probablement affalée sur le canapé, prétendant être fatiguée alors qu'elle n'avait jamais travaillé une semaine complète de sa vie. J'ai ouvert la portière et suis sortie dans le froid. Le perron a grincé sous mes pas. Avant même que je ne puisse frapper, la porte s'est ouverte brusquement. Mon père se tenait là dans sa chemise en flanelle délavée, celle qu'il portait toujours le week-end pour avoir l'air accessible, bien que je ne l'ai jamais connu tendre de près ou de loin. Il a semblé surpris pendant une demi-seconde. Puis son expression s'est durcie, comme s'il se rappelait qu'il était censé m'en vouloir. Sa voix était monocorde. « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai soutenu son regard. Je dois parler de certaines choses. Il a appuyé une épaule contre le cadre de la porte, sans faire un geste pour me laisser entrer. Si c'est à propos de Noël, Marin, la décision a été prise. Tout le monde était d'accord. Nous voulons des fêtes paisibles. Les mots sont restés suspendus dans l'air froid entre nous. J'ai senti quelque chose se serrer en moi. Non pas parce que cela faisait mal, mais parce que cela confirmait tout ce que je savais déjà. Ma famille ne voulait pas la paix. Elle voulait l'obéissance. Elle voulait la version de moi qui payait leurs factures et restait silencieuse. J'ai gardé un ton neutre. Je ne suis pas là pour les fêtes. Je suis là pour la maison. Son visage s'est contracté très légèrement. Pas assez pour que la plupart des gens le remarquent, mais je le connaissais trop bien. C'était le même regard qu'il avait juste avant de mentir. Je me suis avancée. L'hypothèque, les factures courantes, l'assurance, tout ça. Il a levé le menton. C'est géré. Ta mère et moi avons la situation sous contrôle. J'ai failli rire de ce mensonge. Les relevés des 4 dernières années se trouvaient dans un dossier sur mon bureau. Chaque paiement était tracé. Chaque reçu de prélèvement automatique était à mon nom. Chaque prélèvement était effectué sur mon compte comme si de rien n'était. J'ai fait un pas de plus jusqu'à ce que nous soyons presque nez à nez. Papa, tu ne verses pas un seul dollar pour cette maison. Sa mâchoire s'est crispée. Il a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai continué. Tu n'as jamais payé l'hypothèque. Tu n'as jamais payé l'électricité. Tu n'as jamais payé pour Internet. Tu n'as jamais payé pour le gaz. Tu ne connais même pas le nom de la compagnie d'assurance. Tout ce qui fait tourner cette maison provient de mes revenus. Chaque facture porte mon nom. Son visage a rougi, non pas de honte, mais de colère. Surveille ton ton. J'ai senti un grand calme m'envahir. Non, surveille le tien. Derrière lui, j'ai vu du mouvement. Heather est apparue au bout du couloir, les bras croisés, l'air déjà suffisant. Un seul regard vers elle m'a suffi pour savoir qu'elle en avait entendu assez pour comprendre que j'étais censé être le problème aujourd'hui. Elle a levé le menton. Si tu es venu pour chercher la bagarre, tu peux partir. On n'a pas besoin de ton mélodrame. L'ironie m'a frappé si fort que j'ai failli sourire. La famille qui m'avait exclu m'accusait de faire du mélodrame. J'ai regardé mon père à nouveau. Est-ce que tu leur as dit la vérité? Est-ce que tu leur as dit qui fait tourner cette maison? Il m'a foudroyé du regard comme si je l'avais insulté devant des invités. Ce n'est pas à toi de nous faire la leçon. Nous avons fait énormément pour toi. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux. Pas des larmes, mais une fureur contenue depuis trop longtemps. Tu ne m'as plus aidé depuis mes 18 ans. J'ai couvert tes rappels de paiement. J'ai payé tes réparations. J'ai tout pris en charge pour que tu puisses continuer à prétendre être le chef de cette famille. Il s'est approché, baissant la voix pour prendre ce ton qui me faisait plier quand j'étais adolescente. Tu te comportes comme une ingrate. Ingrate.
Le mot m'a fait l'effet d'une gifle glacée. J'ai pris une inspiration. Non, j'en ai fini de me taire. Je sais ce que tu as dit sur moi. Je sais ce que Heather a dit. Je sais tout. Ses yeux ont vacillé très légèrement. Il savait exactement de quoi je parlais. Heather s'est approchée et a ricané. Tu déformes toujours tout. Tu te prends toujours pour une martyre. Aucun de nous n'a dit quoi que ce soit qui ne soit pas vrai. Une vague de froid m'a submergée. Il ne niait même pas. Je n'ai pas bougé. Je ne suis pas venu pour me réconcilier. Je ne suis pas venu pour discuter. Je suis venu pour vous informer que chaque prélèvement automatique lié à cette maison a été annulé. L'hypothèque, l'électricité, le gaz, Internet, l'assurance, tout. À partir d'aujourd'hui, vous êtes responsable de votre propre foyer. Mon père m'a fixé comme s'il essayait de décider s'il devait crier ou me claquer la porte au nez. Sa voix est finalement sortie, basse et tranchante. Tu n'oserais pas. J'ai croisé son regard. C'est déjà fait. La bouche de Heather s'est légèrement entr'ouverte et, pendant un instant, elle a ressemblé exactement à la fille gâtée qu'elle avait toujours été. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai reculé du seuil. J'ai regardé mon père une dernière fois. Je ne vous dois plus rien. Il a fait un pas vers moi, mais je me suis détournée avant qu'il ne puisse finir la menace qu'il préparait. J'ai descendu les marches, l'air froid frappant mon visage et mon cœur battant à un rythme inconnu. Ce n'était pas de la peur. C'était une libération. C'était la première bouffée d'air d'une vie qui ne gravitait plus autour d'un homme qui prenait et prenait encore. J'ai atteint ma voiture et ouvert la portière. Mes mains tremblaient très légèrement, non pas de doute, mais à cause de l'adrénaline d'avoir enfin dit la vérité à voix haute. Je me suis assise derrière le volant et j'ai posé mon front contre mes mains. Quand j'ai finalement levé les yeux, la porte d'entrée était toujours ouverte. Mon père se tenait figé sur le seuil. Heather planait derrière lui. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. J'ai démarré le moteur. Alors que je m'éloignais, mon téléphone a vibré une fois sur le siège passager. Un simple SMS d'un numéro inconnu. J'y ai jeté un coup d'œil et quand j'ai lu les 3 premiers mots, mon estomac s'est noué. Le message commençait par ces 3 mots, « Regarde ton Facebook ». C'était de ma cousine Ellie. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais elle était la personne discrète lors des réunions de famille, celle qui observait plus qu'elle ne parlait. Elle n'envoyait pas de messages à la légère. Je me suis garé sur le parking d'une épicerie, à quelques pâtés de maison de chez mes parents. Mes mains étaient toujours crispées sur le volant. L'écran éclairait mon visage dans la grisaille de l'après-midi, alors que j'ouvrais son message. Il y avait une note plus longue en dessous. Elle disait que mon père s'était affiché partout sur le groupe Facebook du quartier ce matin-là. Il parlait du grand événement des fêtes à la maison, racontant comment lui et ma mère avaient ouvert leur maison et leur cœur à la communauté cette année. Ellie ajoutait qu'elle était désolée et qu'elle pensait que je méritais de le voir par moi-même. Elle m'a envoyé une capture d'écran. J'ai appuyé dessus avec un pouce qui me semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. L'image montrait le salon de mes parents, la pièce même où j'avais grandi, sauf qu'elle ne ressemblait presque plus à l'endroit dont je me souvenais. Un immense sapin de Noël montait presque jusqu'au plafond, dégoulinant d'ornements dorés et rouges. Le manteau de la cheminée était garni de verdure et de bougies blanches. Des tables avaient été rapprochées, dressées avec des nappes blanches et des marque-places. Au centre, mon père se tenait debout, le bras autour de ma mère. Tous deux souriaient largement pour la photo. Sous la photo se trouvait sa légende. Il écrivait à quel point il se sentait béni de pouvoir enfin organiser le genre de réunion de Noël que sa famille méritait. À quel point il était reconnaissant que des années de dur labeur lui aient permis, à lui et à ma mère, de créer un foyer chaleureux et accueillant pour les amis et les voisins.
Il parlait de sacrifice. Il parlait de subvenir aux besoins. J'ai lu ces mots 2 fois, ma vision se brouillant. Il n'y avait aucune mention de moi. Aucune mention du fait que la maison dont il se pavanait devant tout le monde avait été payée presque entièrement par la fille qui l'avait désinvité. Les commentaires étaient un chœur d'éloges. Des gens du quartier écrivaient que mes parents étaient un couple généreux et qu'il était inspirant de voir un père qui se souciait si profondément de sa famille. Quelques anciens collègues à lui s'en sont mêlés, le qualifiant d'homme intègre. Quelqu'un a même écrit qu'il avait toujours été le genre de père prêt à faire un effort supplémentaire. Le goût amer dans ma bouche était si fort qu'il en devenait difficile d'avaler. J'ai fait défiler davantage et j'ai vu que ma mère avait partagé la même publication sur un groupe communautaire local. Elle avait ajouté une ligne disant que, après des années de fêtes modestes, ils étaient enfin en mesure de donner en retour de manière importante. Mes mains se sont mises à trembler et j'ai posé le téléphone sur mes genoux. Je savais que mon père aimait paraître sous son meilleur jour devant les autres. Je savais qu'il se souciait plus de l'opinion des voisins que des sentiments de sa propre fille. Mais le voir écrit noir sur blanc, le voir accepter des applaudissements pour des sacrifices que j'avais faits en silence, a touché quelque chose de profond que j'avais refoulé trop longtemps. Je suis restée assise dans cette voiture garée alors que la lumière de décembre commençait à faiblir, regardant des gens sur mon écran traiter mon père de généreux, d'aimant et d'homme stable. J'ai pensé aux factures sur mon bureau à Seattle. J'ai pensé aux nuits où j'étais restée tard au bureau pour obtenir une prime qui disparaissait immédiatement dans cette maison à Tacoma. J'ai pensé au message vocal où il m'avait dit que je n'étais pas la bienvenue. Le mot « généreux » brillait sous sa photo comme une ecchymose. J'ai repris le téléphone et j'ai tapé une réponse à Ellie. Je l'ai remerciée et lui ai demandé s'il y avait autre chose que je devais voir. Elle m'a répondu presque immédiatement. Elle disait qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles mon père aurait promis une sorte d'angle caritatif à ce dîner de Noël. Qu'il avait dit à un groupe d'églises locales qu'il accueillait des familles qui seraient autrement seules pour les fêtes. Qu'un petit bulletin de quartier prévoyait d'écrire un article sur son grand cœur. Quelque chose en moi s'est figé. J'ai ouvert l'application Facebook et cherché le groupe du quartier. Il n'était pas public, mais Ellie m'avait envoyé un lien d'invitation. J'ai cliqué sur rejoindre et, en 1 minute, une notification est apparue disant que j'avais été approuvée. Le fil du groupe était plein des publications habituelles, chiens perdus, colis volés, quelqu'un se plaignant de feux d'artifice. Et puis, c'était là à nouveau, la maison de mes parents, le nom de mon père. Le bulletin d'information avait publié une accroche. Il annonçait qu'il y aurait une histoire en janvier sur une famille locale qui avait transformé son foyer en refuge à Noël. Il mentionnait mes parents par leur nom. Il les remerciait d'avoir ouvert leurs portes et d'avoir réglé la facture. J'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête et j'ai fermé les yeux. Je pouvais voir mon père répéter ses répliques dans sa tête, planifiant comment il raconterait l'histoire pour se faire passer pour le héros. L'homme travailleur qui a tout donné pour sa famille. Le père qui n'a jamais cessé de subvenir aux besoins. L'idée qu'il soit assis dans ce salon, savourant l'admiration, tout en sachant pertinemment qu'il m'avait dit de rester à l'écart, m'a fait serrer les poings. Après un moment, j'ai démarré la voiture et j'ai repris la route vers Seattle, les lumières de l'autoroute se brouillant légèrement tandis que je clignais des yeux pour les garder nettes. Le trajet m'a semblé plus court cette fois, comme si mon esprit courait déjà plus vite que les kilomètres. Au moment où je me suis engagée dans le garage de mon immeuble, le ciel était passé du gris au noir complet. J'ai éteint le moteur et je suis restée assise dans le bourdonnement sourd du métal qui refroidit. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un autre message d'Ellie. Elle disait que mon père avait commencé à faire des commentaires lors de la fête sur le fait d'être enfin dans une bonne situation financière. Il avait plaisanté en disant qu'il s'inquiétait autrefois pour chaque facture et que maintenant, tout était sous contrôle. Quelqu'un avait demandé ce qui avait changé.
Il leur avait répondu qu'il avait été malin avec l'argent et qu'il avait bien planifié. J'ai ri une fois, un son sec et sans humour qui a résonné dans l'espace exigu de la voiture. À l'étage, dans mon appartement, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai éteint les plafonniers et n'ai laissé qu'une lampe allumée près du canapé. Le halo de lumière douce rendait la pièce plus petite et plus sûre, comme un cercle dans lequel je pouvais me tenir. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table basse et j'ai cliqué dans le dossier preuve. Capture d'écran de relevé bancaire, copie des confirmations de coupure de service, document de prêt avec mon nom dans le coin en tant que co-emprunteur, fiche de message où ma sœur m'appelait utile. Fichier audio envoyé par Ellie, plein de leurs paroles inconsidérées. Et maintenant de nouvelles captures d'écran des publications Facebook de mon père et de l'extrait du bulletin d'information. Je les ai organisées en sous-dossiers, hypothèque, service, conversation, image publique. Chaque clic était délibéré, méthodique, comme si je construisais quelque chose de solide, brique par brique. Une partie de moi se demandait si j'allais trop loin, si collecter ces preuves me rendait mesquine. Une autre partie, celle qui avait regardé mon père réécrire l'histoire en temps réel pendant des années, savait exactement pourquoi je le faisais. Il ne se contentait pas de prendre mon argent. Il racontait mon histoire. Il m'effaçait du récit, tout en se tenant sur tout ce que je lui avais donné. Je me suis adossée et j'ai regardé le curseur clignoter sur le nom du dossier, preuve. Cela semblait trop petit pour ce que cela représentait. C'était plus que des preuves. C'était le compte-rendu de 4 années de ma vie versé dans une maison où je n'étais plus la bienvenue. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, ce n'était pas Ellie. C'était un collègue d'Arcton, quelqu'un d'un autre département que je voyais à peine en dehors des grandes réunions générales. Il m'a envoyé un lien avec un bref mot, disant qu'il pensait qu'il pourrait s'agir de la maison de mes parents. Le lien ouvrait sur un journal local du comté de Pierce, un aperçu d'un article d'intérêt humain. Le titre annonçait l'histoire d'un couple de retraités organisant un Noël communautaire, utilisant ses propres économies pour créer un Noël magique pour les voisins dans le besoin. Couple de retraités. Propre économie. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Une reconnaissance lente et régulière s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était pas un simple commentaire irrespectueux, c'était un système. Mon père ne se contentait pas d'attendre mon aide, il attendait mon silence. Il comptait sur lui pour bâtir la réputation qu'il voulait. Quelque chose a changé en moi alors que je fermais l'ordinateur portable. Jusque-là, annuler les prélèvements automatiques m'avait semblé être un moyen de me protéger, une ligne que je traçais pour qu'il ne puisse plus me vider. Voir cet article, ces publications, ces éloges, en a changé la nature. Il ne s'agissait plus seulement d'arrêter l'argent. Il s'agissait de laisser la vérité rattraper la version de lui qu'il vendait à tout le monde. J'ai éteint la lampe et je suis resté là dans la pièce sombre, écoutant le chauffage cliqueter doucement. Dans l'obscurité, avec seulement la lueur faible de la rue à l'extérieur, une nouvelle pensée a pris forme. Il avait passé des années à apprendre aux gens comment le voir. Maintenant, avec chaque coupure silencieuse et chaque facture impayée, le véritable portrait commencerait à se dessiner. Je ne savais pas encore exactement jusqu'où j'étais prête à aller. Mais je savais une chose, j'en avais fini d'aider à maintenir une histoire qui n'avait jamais été vraie. Cette pensée m'a accompagnée quand je suis enfin allée me coucher, quand je me suis réveillée le lendemain matin, et quand je me suis assise à ma petite table de cuisine avec une tasse de café qui a refroidi avant même que j'en boive la moitié. Le lendemain de Noël m'a toujours semblé étrange, comme si le monde avait la gueule de bois d'avoir trop fait semblant. Ce matin-là, Seattle était calme. La rue devant ma fenêtre brillait de la pluie résiduelle, et le ciel avait cet aspect hivernal délavé qui rendait tout un peu irréel. Mon téléphone, qui n'avait pas cessé de vibrer la veille, était enfin immobile. Pendant presque 1 heure, je n'y ai pas touché.
Je me suis laissé porter par des choses petites et normales. J'ai fait la vaisselle. J'ai plié le linge. J'ai ouvert mon ordinateur de travail et parcouru les emails concernant les rapports de fin d'année chez Arcton, mon cerveau n'enregistrant qu'à moitié les phrases sur les indicateurs de performance et les feuilles de route. Finalement, le silence de Tacoma a commencé à me sembler plus bruyant que le harcèlement ne l'avait été. J'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru les notifications. Une multitude d'appels manqués de la veille, plusieurs de mon père, un groupe de ma mère, quelques-uns de Heather, un d'un numéro que je ne reconnaissais pas, qui s'est avéré être la société de traiteurs, et que j'ai tous ignoré. De nouveaux messages nocturnes trônaient au sommet. Le premier était de ma mère. Elle écrivait qu'elle espérait que nous pourrions passer outre, et que mon père avait été soumis à beaucoup de stress. Elle disait qu'elle aurait aimé que je ne choisisse pas la veille de Noël pour marquer un tel coup. Le second était de Heather. Pas de salutation, juste une ligne me disant que j'avais tout gâché et que tout le monde à la fête pensait maintenant que notre famille était une plaisanterie. Le troisième m'a fait me redresser. C'était un email qui m'avait été transféré par mon père, l'objet écrit en majuscules rigides. Consultation juridique. Je l'ai ouvert. Il m'avait clairement mis en copie d'un message qu'il avait envoyé à un avocat local de Tacoma. Dans sa note, il me décrivait comme une fille instable, qui avait coupé les services publics par pur dépit. Il affirmait que je n'avais aucun droit d'annuler le paiement de l'hypothèque parce que la maison était à lui. Il demandait conseil pour savoir s'il pouvait me poursuivre pour atteinte à sa réputation et pour préjudice moral. À la fin du message transféré se trouvait une brève réponse de l'avocat. Elle était polie mais ferme. L'avocat écrivait que si chaque compte était à mon nom, mon choix de les annuler relevait de mon droit. Il ajoutait que toute fausse déclaration sur l'identité de celui qui payait l'hypothèque pourrait poser problème à mon père, pas à moi. L'avocat recommandait à mon père de résoudre l'affaire en privé. J'ai lu cette dernière ligne 3 fois. Mon père ne m'avait pas envoyé d'excuses personnelles. Il n'avait même pas écrit un mot séparé. Il s'était contenté de transférer l'échange comme une menace qui s'était retournée contre lui. J'ai pris une lente inspiration et, pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai senti quelque chose de nouveau envelopper la colère, de la validation. J'ai transféré l'email à moi-même, je l'ai déposé dans le dossier preuve, puis j'ai fixé l'écran pendant un long moment. C'était une chose de savoir au fond de moi que je faisais ce qu'il fallait. C'en était une autre de voir un professionnel du droit confirmer que ce n'était pas moi qui franchissais les limites. Un peu plus tard ce matin-là, mon téléphone professionnel a vibré. C'était un collègue nommé David, l'un des ingénieurs seniors qui faisait aussi du conseil sur les questions de contrat pour des projets annexes. Il ne m'appelait pas d'habitude en dehors des questions de travail. J'ai répondu, en gardant une voix neutre. Il m'a dit qu'il avait vu l'accroche de l'article local, qui laissait entendre un certain mélodrame à Tacoma, et se demandait si tout allait bien. Il m'a dit de sa voix calme et posée que si j'avais besoin de poser des questions juridiques à quelqu'un qui s'y connaissait en droit des contrats et en finance, il avait un ami qui pourrait m'aider. J'ai hésité, puis je lui ai exposé une version simple de ce qui se passait. Je suis restée brève sur les détails. J'ai dit qu'il y avait une maison au nom de mes parents, une hypothèque et des charges aux miens, et que je payais tout depuis des années. J'ai dit que j'avais annulé ces paiements après qu'on m'avait dit que je n'étais pas la bienvenue. Il est resté silencieux un moment, puis m'a demandé si mon nom était sur l'acte de propriété. J'ai répondu que non. Il a demandé quel nom figurait sur l'hypothèque et les comptes de charge. Je lui ai dit, le mien. Il a expiré lentement. D'un point de vue juridique, il a dit que cela signifiait que je détenais le risque et le pouvoir. J'avais payé pour un actif dont je n'étais pas propriétaire. Il m'a dit que l'arrêt des paiements n'était pas une fraude. C'était moi qui refusais de continuer à subventionner quelque chose qui ne m'appartenait pas. Son ton s'est un peu adouci.
Au contraire, a-t-il dit, ton père s'est peut-être exposé à un examen minutieux en te laissant tout payer pendant qu'il présentait la propriété comme sa propre réussite. C'est problématique s'il a raconté autre chose aux prêteurs ou aux organismes. Quand nous avons raccroché, je me sentais plus solide. La culpabilité sur laquelle mon père s'était toujours appuyé perdait de son emprise. Vers midi, un nouveau SMS est arrivé d'Ellie. Elle écrivait que l'ambiance à Tacoma était exécrable. Selon elle, la fête était complètement tombée à l'eau après que les lumières s'étaient éteintes et que le traiteur ne s'était pas présenté. Certains invités étaient partis tôt, d'autres étaient restés, mais discutaient à voix basse dans les coins. Quelques personnes avaient demandé directement qui gérait les factures. Elle a dit que devant au moins 3 voisins, mon père avait prétendu qu'il y avait une erreur bancaire, que la société d'hypothèque et les fournisseurs d'énergie s'étaient trompés. L'un des voisins, dont le frère travaillait pour une compagnie d'énergie, avait semblé sceptique et avait posé des questions de suivi. Ellie terminait son message en disant qu'elle était désolée, mais soulagée. Elle disait que pendant des années, elle avait regardé mon père se présenter comme le héros de chaque histoire. Elle pensait qu'il était temps que les gens voient l'envers du décor. Je me suis assise sur le canapé, mon téléphone à la main, pensant à celle que j'étais plus jeune. L'adolescente qui avait cru qu'être discrète et serviable lui vaudrait un jour une véritable place. L'étudiante qui s'était privée de voyages, de chaussures et de sorties au restaurant pour pouvoir envoyer de l'argent à la maison. La jeune ingénieure qui avait signé des documents de prêt parce que son père lui avait dit qu'ils avaient besoin d'elle juste une dernière fois. Chaque version de moi avait espéré que ce sacrifice serait remarqué autrement que par des murmures. Au lieu de cela, mon père avait choisi de prétendre que j'étais le problème dès l'instant où j'avais cessé de plier. Cet après-midi-là, alors que je préparais du thé, ma boîte mail a de nouveau émis un signal sonore. Cette fois, c'était de la part d'une journaliste locale, la même dont mon collègue m'avait envoyé le lien d'accroche. Elle disait avoir reçu des documents anonymes concernant la propriété de Crane Ridge et voulait vérifier quelques points. Mon premier réflexe a été de fermer l'ordinateur. La vieille voix dans ma tête, celle qui faisait écho au « s'il te plaît, ne fais pas d'histoire de ma mère », me suppliait de ne pas répondre. Mais la nouvelle partie de moi, la femme qui s'était assise dans le noir la veille et avait décidé qu'elle en avait fini d'être effacée, m'a dit d'au moins écouter les questions. J'ai répondu et demandé ce qu'elle avait exactement besoin de savoir. Sa réponse a été directe. Elle disait avoir vu les registres publics désignant mes parents comme propriétaires, mais que les documents qu'elle avait reçus montraient des années de paiement d'hypothèque et de charges provenant d'un compte à mon nom. Elle demandait s'il était exact que j'avais été financièrement responsable de la maison depuis l'achat. Elle disait qu'elle ne publierait pas mon nom si je demandais l'anonymat. Elle voulait seulement que l'histoire reflète la vérité sur qui avait payé quoi. J'ai lu son email 2 fois, puis 3. Si je confirmais ce qu'elle soupçonnait déjà, l'image soigneusement construite par mon père pourrait se fissurer devant plus qu'une simple poignée de voisins. Le petit article sur un couple de retraités généreux pourrait devenir quelque chose de très différent. Ma main a plané au-dessus des touches pendant que je pesais le pour et le contre. D'un côté, il y avait l'attrait familier de la loyauté, même envers des gens qui ne me l'avaient pas rendu. Le visage de ma mère a flotté dans mon esprit, fatigué et résigné, essayant toujours d'arrondir les angles. De l'autre côté, il y avait la pile de preuves dans mon dossier. 4 ans de transactions, 4 ans de soutien non reconnu, 4 ans à être bien pratique, jusqu'à ce que je dise non. J'ai répondu simplement. J'ai confirmé que chaque paiement de prêt, chaque facture d'électricité et chaque réparation majeure avaient été payés depuis mon compte. J'ai expliqué que mon nom ne figurait pas sur l'acte de propriété et qu'il y avait eu un accord selon lequel je serais ajouté plus tard. Cela n'était jamais arrivé. Je n'ai pas insulté mon père. Je n'ai pas utilisé de mots comme narcissique ou abuseur, même s'ils traversaient mon esprit. Je m'en suis tenu aux faits. À la fin,
J'ai écrit que si elle choisissait de partager tout cela, je ne voulais pas que mon nom complet paraisse. Je n'étais pas intéressée par des gros titres vengeurs. Je voulais seulement que la vérité soit rétablie. Quand j'ai cliqué sur envoyer, un calme étrange s'est installé dans la pièce. J'ai préparé mon thé et je me suis tenue près de la fenêtre pendant que l'eau refroidissait. La rue à l'extérieur était animée maintenant. Des gens remontaient des cartons dans leurs appartements, décrochaient des sacs de voyage, promenaient des chiens en pull. La vie continuait. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, c'était mon père. Pas un appel, un SMS. Il écrivait qu'il savait que c'était moi qui avais tout annulé. Il disait que tout le monde pensait, maintenant, qu'il était irresponsable. Il me disait que si je ne réparais pas ça, il ne me reparlerait plus jamais. J'ai fixé la dernière ligne pendant un long moment, ne plus jamais te reparler. C'était censé sonner comme une punition. Pour la première fois de ma vie, cela ne m'a pas fait peur. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre, que j'ai effacée aussi. Finalement, je n'ai rien écrit du tout. J'ai posé le téléphone et j'ai serré mes mains autour de la tasse chaude. Du coin de l'œil, j'ai vu l'écran de mon ordinateur briller encore avec le fil de discussion ouvert de la journaliste. Quoi qu'il arrive ensuite, l'histoire ne lui appartenait plus exclusivement. Et tandis que je restais là à regarder la vapeur s'élever dans l'air, une nouvelle notification a glissé silencieusement dans ma boîte de réception, portant un objet qui a fait bondir mon cœur. C'était de la banque. L'objet mentionnait l'hypothèque de Cran Ridge de cette manière formelle et prudente que les banques utilisent toujours. Mon estomac s'est noué, mais j'ai cliqué pour l'ouvrir avant de me raviser. L'email disait qu'ils avaient remarqué que le paiement le plus récent n'était pas passé et qu'en tant que co-emprunteuse, j'étais toujours répertoriée comme responsable financière. Il m'invitait à prendre rendez-vous avec un conseiller en prêt pour discuter des options et revoir le compte. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai repoussé l'ordinateur d'1 centimètre et j'ai fixé le mur. Pendant des années, ces avis avaient été un bruit de fond. Je n'avais jamais laissé passer un paiement, n'ayant jamais donné à la machine l'occasion de remarquer quoi que ce soit. Maintenant, la machine s'était enfin rendue compte qu'il y avait un être humain à l'autre bout de ces prélèvements automatiques. J'ai pris une lente inspiration et j'ai saisi mon téléphone. Avant de changer d'avis, j'ai appelé le numéro indiqué dans l'email. Le menu automatisé a semblé interminable, mais j'ai fini par joindre une personne réelle, une femme à la voix calme qui s'est présentée comme spécialiste des hypothèques à l'agence du centre-ville de Tacoma. Elle a dit qu'elle pouvait me recevoir en personne si j'étais prête à me déplacer. L'ancienne version de moi se serait excusée de la déranger pendant une semaine chargée. Cette version-ci a simplement dit oui et a noté l'heure qu'elle proposait. 2 jours plus tard, j'ai repris l'autoroute, le ciel bas et pâle, les arbres le long de la route nus et glissant de la pluie résiduelle. La banque se trouvait dans un de ces bâtiments récents avec trop de vitres et un parking plein de pics UPS qui semblait coûter plus cher que la plupart des maisons. À l'intérieur, l'air sentait le tonneur d'imprimante et le café, et une télévision dans un coin diffusait des conseils financiers. Personne ne regardait vraiment. Un jeune guichetier m'a conduite vers un bureau aux parois de verre où une femme d'une 50aine d'années s'est levée pour m'accueillir. Elle avait les tempes argentées et une poignée de main ferme qui me l'a rendue sympathique instantanément. J'ai hoché la tête et je me suis assise, serrant le dossier que j'avais apporté comme s'il s'agissait d'un bouclier. Elle a ouvert le compte du prêt sur son écran et l'a étudié un instant, puis s'est tournée vers moi avec un regard pensif. « Vous êtes inscrite ici comme co-emprunteuse », a-t-elle dit lentement. « Et vos parents sont les seuls propriétaires sur l'acte. » Est-ce exact? J'ai hoché la tête. Oui, j'ai signé pour qu'ils puissent être éligibles. Tous les paiements ont été prélevés sur mon compte depuis le début. Elle a tapé quelque chose sur son clavier. Je vois que chaque paiement des 4 dernières années provient d'un compte à votre nom. Vous n'en avez jamais manqué un seul jusqu'à présent.
J'ai laissé échapper un soupir que je ne savais pas retenir. C'est exact. Elle s'est adossée à sa chaise et a croisé les mains. Puis-je vous demander pourquoi vous avez décidé d'arrêter? La vérité m'a semblé lourde mais simple. Parce qu'on m'a dit que je n'étais pas la bienvenue dans la maison que je paie. Parce qu'on m'a dit qu'ils avaient tous décidé que je ne devais pas venir pour Noël. Parce que je porte tout le fardeau financier depuis des années et qu'ils ont présenté cela comme leur sacrifice devant tout le monde. Son expression s'est adoucie, mais elle ne s'est pas empressée de combler le silence. Cela seul m'a donné l'impression que je pouvais continuer à parler. J'ai posé le dossier sur son bureau et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de mes relevés bancaires, mes fiches de paie d'Arcton montrant mon salaire d'ingénieur logiciel, les confirmations de paiement de l'hypothèque et les factures de service public avec mon nom en haut. Je lui ai montré l'entête du document de prêt avec mes parents listés comme propriétaires et mon propre nom dans les petits caractères du co-emprunteur. Claire a parcouru chaque page avec attention. Elle n'a pas eu l'air surprise, juste fatiguée de la façon dont le sont les gens qui ont vu trop d'arrangements injustes déguisés en loyauté familiale. Du point de vue d'un prêteur, a-t-elle dit, la banque vous considère, vous et vos parents, comme solidairement responsables de cette dette. Cela signifie que le prêt a un impact sur le crédit de chacun d'entre vous, mais dans la pratique, d'après ces documents, vous avez été la seule à payer réellement. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Elle a marqué une pause. Vous devez savoir que si personne ne fait les paiements, la maison finira par tomber en défaut de paiement. Cela affectera tout le monde sur le contrat. Je ne peux pas vous le cacher. J'ai dégluti. Je comprends, mais je comprends aussi que je ne peux pas continuer à verser de l'argent dans une maison qui ne m'appartient pas et où je ne suis pas la bienvenue. Il doit y avoir un moyen pour que je me retire. Elle a tapoté son stylo contre le bureau une fois, puis a hoché la tête lentement. Il y a quelques options dans des situations comme celle-ci. Parfois, l'une des parties refinance le prêt uniquement à son nom. Parfois, la propriété est vendue et l'hypothèque est remboursée de cette façon. Parfois, le co-emprunteur demande à être libéré de ses obligations, mais cela nécessite que l'autre partie soit éligible seule. Elle m'a regardé dans les yeux. Si votre père ne peut pas être éligible sans vous, la banque ne peut pas vous forcer à continuer de payer. Nous pouvons seulement signaler ce qui se passe quand les paiements s'arrêtent. Ces paroles m'ont apporté à la fois du poids et du soulagement. Le risque était réel, mais mon droit de ne plus être utilisé l'était tout autant. Claire a fait glisser un formulaire vers moi. Ceci est un avis formel indiquant que vous n'êtes plus disposé à effectuer des paiements volontaires au nom des occupants principaux, a-t-elle dit. Cela documente le fait que vous avez exprimé une inquiétude concernant cet arrangement. Cela ne vous retire pas du prêt aujourd'hui, mais cela crée une trace montrant que vous n'avez pas accepté tacitement de continuer ainsi. J'ai lu la brève déclaration. Ce n'était rien de dramatique. Juste une ligne disant que je n'avais plus l'intention d'agir comme l'unique payeur de la propriété. J'ai signé d'une main qui à peine tremblait. Elle a tamponné le document et l'a scanné dans leur système. Le son du scanner a semblé définitif d'une manière que je ne saurais expliquer. Quand elle eut fini, elle s'est adossée. Je n'ai pas le droit de donner des conseils personnels, a-t-elle dit doucement. Mais je vais vous dire quelque chose, en tant que femme qui fait ce métier depuis longtemps. Vous ne devriez pas avoir à sacrifier votre paix et votre avenir pour deux adultes qui ont choisi. Sa phrase est restée en suspens. J'ai cligné des yeux fortement et j'ai regardé mes mains. Merci, ai-je réussi à dire. Elle m'a raccompagnée jusqu'au hall. Alors que je passais devant la file des guichets, un homme aux cheveux gris portant une veste de sport bleu marine est entré. Il parlait au téléphone assez fort pour que la moitié de la banque l'entende. J'ai reconnu son profil avant même que mon cerveau n'enregistre sa voix. Mon père. Il ne m'avait pas encore vu. Il disait à son interlocuteur qu'il devait parler à un responsable immédiatement.
Il disait qu'il y avait eu une erreur avec son hypothèque et que quelqu'un avait bloqué les choses dans son dos. Le mot « injuste » est sorti de sa bouche comme s'il venait de le découvrir. Claire m'a jeté un coup d'œil, puis l'a regardé, lui. Sa mâchoire s'est contractée très légèrement. « Voulez-vous prendre une autre sortie ?» m'a-t-elle demandé à voix basse. Pendant un instant, j'ai envisagé de m'éclipser par la porte latérale. Puis j'ai pensé à toutes ces années passées à composer avec ses humeurs, son tempérament, sa version de l'histoire. J'ai redressé les épaules. Non, ça va. Mon père a raccroché et s'est tourné vers le comptoir. Ses yeux se sont posés sur moi et se sont agrandis, puis se sont rétrécis si vite que cela aurait pu être drôle dans une autre vie. Il m'a fixé dans ce hall, le visage rouge au-dessus de son écharpe. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il dit, la voix basse mais dure. « La banque m'a appelé. Ils ont dit qu'il y avait une note sur le compte. Ils ont dit que tu étais venu. » Les gens dans le hall se sont agités, leur attention se tournant vers nous. Je sentais Claire juste derrière moi, une présence silencieuse. J'ai gardé une voix calme. Je leur ai dit la vérité, que je payais pour tout, et que je ne vais plus continuer. Si tu veux la maison, tu n'as qu'à trouver comment la payer, ou tu la vends. Il s'est approché, baissant encore la voix alors que sa colère s'aiguisait. Tu me fais passer pour un imbécile. J'ai soutenu son regard. Non, papa. Tu as fait ça tout seul. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Pour une fois, il semblait à court de mots. Une femme dans la file a fait semblant de regarder son téléphone, mais écoutait clairement. Un guichetier a appelé le client suivant, essayant de maintenir le mouvement. Pendant un étrange moment suspendu, on aurait dit que toute la banque retenait son souffle. Mon père a tenté une nouvelle fois. « Tu es ma fille » a-t-il sifflé. La famille ne se retourne pas contre la famille. J'ai senti quelque chose se durcir en moi, quelque chose de limpide. La famille n'efface pas la famille non plus. Ses yeux ont lancé des éclairs, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait élever la voix, ou provoquer une scène assez importante pour que la sécurité doive l'escorter dehors. Au lieu de cela, il a réajusté sa veste et a regardé autour de lui, soudain conscient du public. « Ce n'est pas fini » a-t-il marmonné. Il a tourné les talons brusquement et s'est dirigé vers un autre bureau, exigeant à nouveau de parler à quiconque était aux commandes. Je l'ai regardé partir, la façon dont il se rengorgeait, essayant de reprendre le contrôle avant même de comprendre que celui-ci lui échappait pour de bon. Dehors, l'air sentait le bitume froid et humide. Je suis restée assise dans ma voiture un moment, les mains sur le volant, regardant les gens entrer et sortir de l'immeuble. Derrière la vitre, mon père faisait les 100 pas dans l'un des bureaux comme un animal en cage. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Une nouvelle notification de mail est apparue sur l'écran, l'aperçu montrant la première ligne. C'était de la journaliste. Elle écrivait que l'histoire avait été mise à jour et paraîtrait en ligne le soir même. J'ai fixé les mots. Le ciel gris de Tacoma se reflétait faiblement sur l'écran noir et j'ai réalisé que c'était le moment où les choses allaient vraiment basculer. Pas seulement à l'intérieur du système bancaire, mais à la face du monde où mon père avait passé des années à peaufiner sa version de lui-même. Le ciel gris de Tacoma s'est brouillé derrière le pare-brise alors que j'étais assise là, agrippant mon téléphone, fixant l'email de la journaliste. Elle écrivait que l'article mis à jour serait mis en ligne ce soir-là avec les informations financières corrigées, les documents que j'avais envoyés et la reconnaissance du fait que les dépenses de la maison avaient été portées par moi seule. Pas de langage sensationnaliste, pas de drame, juste des faits qui allaient frapper plus fort que n'importe quel titre. J'ai jeté le téléphone dans la console et démarré le moteur. Le chauffage a soufflé une mince vague d'air chaud alors que je sortais du parking pour m'insérer dans la circulation. Le trafic était fluide, de ce genre qui vous fait remarquer chaque feu rouge plus que d'habitude. Je me surprenais à vérifier sans cesse le rétroviseur,
m'attendant presque à voir apparaître le vieux pick-up de mon père derrière moi. Il n'est jamais venu. De retour à mon appartement, l'air semblait immobile, plus lourd que lorsque j'étais partie le matin même. J'ai accroché mon manteau sur le bras d'une chaise et posé le dossier sur le comptoir de la cuisine. Le silence était de ce genre qui semblait à la fois calme et vibrant de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. J'ai fait du thé, juste pour donner une occupation à mes mains. L'eau a tremblé dans la bouilloire, rappel cinglant que mon père était probablement en train de voir s'effilocher chaque mensonge dans lequel il s'était drapé pendant des années. Je me demandais ce qu'il avait dit au directeur de la banque. Je me demandais s'il m'avait accusé ou s'il avait essayé de s'en sortir par le charme, comme il le tentait toujours en premier. Le thé était trop chaud, mais j'en ai quand même pris une gorgée. Puis mon téléphone s'est allumé sur le comptoir avec une vibration qui m'a fait sursauter. Un appel manqué. Papa, puis un autre, et encore un autre. 3 appels en moins d'1 minute. J'ai coupé la sonnerie et regardé l'écran s'éteindre. Quelques secondes plus tard, il a vibré à nouveau. Un autre appel manqué. Puis un autre. 5 appels, puis 10. Les appels s'accumulaient, les chiffres grimpaient comme si quelqu'un gardait le doigt sur la touche de rappel comme sur une arme. J'ai marché dans mon salon, faisant les 100 pas lentement, chaque vibration tranchant l'air comme un battement nerveux. J'avais vu mon père en colère bien des fois dans ma vie, mais c'était différent. C'était lui, hors de contrôle, son masque tombant en temps réel. Au 12e appel manqué, j'ai posé le téléphone face contre terre sur le canapé. Je ne voulais plus regarder. Je suis allée dans ma chambre et j'ai commencé à plier du linge qui n'avait pas besoin de l'être. Quand j'ai eu fini, j'ai réorganisé un tiroir que j'avais déjà nettoyé le week-end dernier, n'importe quoi pour garder les mains stables. Après un moment, je suis retournée au salon. Le téléphone était silencieux. Puis il a vibré à nouveau, bref et sec. Un message vocal. J'ai pris une lente inspiration et j'ai appuyé sur lecture. Sa voix était cassée par la colère. Il disait qu'il avait parlé à la banque et qu'il savait exactement ce que j'avais fait. Il disait que je n'avais aucun droit de l'embarrasser devant qui que ce soit, surtout devant des gens avec qui il travaillait sur des projets communautaires. Il disait qu'il avait donné toute sa vie à cette famille, et que maintenant, je le faisais passer pour quelqu'un d'irresponsable. Je n'ai pas réagi. Mon cœur n'a pas flanché. J'ai juste écouté avec un détachement presque étrange, comme si j'entendais le père de quelqu'un d'autre divaguer dans le message vocal d'une autre personne. Puis il a dit quelque chose qui m'a touchée. « Tu me redevable pour tout ce que j'ai fait pour toi. » J'ai mis le message en pause. Je lui étais redevable de quoi? Des histoires dont il se vantait devant les voisins, comme la façon dont il faisait des doubles gardes quand j'étais petite, alors que j'ai appris plus tard que c'était ma mère qui payait la plupart des factures? Pour le pick-up qu'il se targuait d'avoir acheté, mais pour lequel il avait utilisé l'argent de mes études pour verser la compte? Pour l'hypothèque que j'avais secrètement payée pendant qu'il s'attribuait le mérite d'être un propriétaire responsable? Le téléphone a encore vibré, un autre message vocal suivi de ce qui ressemblait à une notification de SMS. Je ne l'ai pas ouverte. Au lieu de cela, je me suis assise sur le canapé et j'ai ramené mes genoux contre moi, fixant le plafond tandis que mon esprit dérivait vers le dernier Noël avant que tout cela n'arrive. Je me suis souvenu de la façon dont il s'était tenu en bout de table, parlant de l'importance de l'unité et de la gratitude. Je me suis souvenu des applaudissements qu'il avait reçus quand il avait fait des compliments sur la maison. Je me suis souvenu avoir pensé que la chaleur de la pièce ne m'atteignait jamais tout à fait. Le téléphone a encore vibré. Une cascade d'alertes a illuminé l'écran. 10 autres appels manqués. Le compteur a bondi comme s'il faisait la course. 15. 20. Au moment où je me suis levée pour m'approcher, le chiffre avait atteint 27. J'ai pressé ma paume contre mon front et laissé échapper un souffle entre mes dents. Je savais qu'une fois l'article en ligne, les appels seraient pires. Ils voudraient des réponses,
quelqu'un à blâmer, quelqu'un sur qui hurler derrière des portes closes, mais il ne restait plus aucune version de moi qui le laisserait faire. Le téléphone a encore vibré. 29. 30. Cela montait comme les tempêtes montent sur la côte. Calme au début, puis rapide, puis tout d'un coup. Je sentais quelque chose basculer, comme le sol sous une vieille maison qui finit par céder après des années de pression. À 35 appels manqués, je suis sortie sur mon balcon. Le soleil du soir était bas, teintant le ciel d'un rose doux qui rendait l'air étrangement calme malgré tout. Des voitures circulaient lentement dans la rue. En bas, quelqu'un promenait son chien devant les boîtes aux lettres. Mon téléphone a encore vibré dans ma main. 41. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas porté à mon oreille. Je l'ai juste tenu lâchement pendant que les vibrations s'arrêtaient et que le silence s'étendait sur le balcon comme une couverture. Puis la vibration finale. 42 appels manqués. J'ai laissé retomber ma main le long de mon corps et j'ai fermé les yeux. L'air frais a effleuré mon visage. Quelque part en bas, un carillon éolien a sonné doucement. Le monde continuait de tourner, régulier et indifférent. À l'intérieur, le téléphone s'est de nouveau éclairé. Un nouveau message vocal. Je suis restée là un moment, pas prête à l'entendre encore, pas prête à laisser sa voix revenir dans ma tête. Au lieu de cela, je suis rentrée, j'ai fermé la porte du balcon et j'ai posé le téléphone sur la table basse. Je suis allée vers l'évier de la cuisine, j'ai fait couler l'eau et je me suis lavé les mains lentement. Ce simple mouvement m'a ancré plus que n'importe quoi d'autre ce jour-là. Quand j'ai enfin fermé le robinet, l'appartement semblait de nouveau silencieux. Pas de ce silence qui cache l'effroi, mais de celui qui attend. J'ai séché mes mains et je me suis appuyée sur le comptoir, fixant le téléphone à l'autre bout de la pièce. Une lueur tamisée pulsait sur l'écran toutes les quelques secondes. C'était comme le moment juste avant qu'une mèche n'atteigne la poudre. Quelque chose allait suivre, et je savais que cela changerait tout ce qui viendrait après. La lueur du téléphone continuait de pulser dans le salon sombre comme un minuscule battement de cœur. Alors que j'étais près du comptoir, les mains encore humides, mon appartement semblait suspendu entre deux instants. Celui que je venais de vivre et celui qui m'attendait de l'autre côté de ce message vocal. J'ai traversé la pièce lentement, chaque pas me semblant plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, et j'ai fini par ramasser le téléphone. J'ai appuyé sur lecture. La voix de mon père a rempli la pièce, éraillée et brute. Il semblait acculé, comme un animal cherchant une issue. Il disait qu'il avait parlé au directeur de la banque et qu'on lui avait dit que le prêt était maintenant sous examen à cause de ma déclaration. Il disait que l'article était sorti et que les gens lui envoyaient déjà des messages. Il disait que les voisins parlaient. Il disait que quelqu'un au centre de secours avait transféré le lien sur la discussion de groupe. Il disait que je l'avais humilié de la pire des manières. Puis son ton a changé, essayant de s'adoucir, essayant de reprendre le contrôle. Il disait qu'il avait toujours fait de son mieux. Il disait que je l'avais mal compris. Il disait que tout cela était une grosse erreur que nous pourrions régler tranquillement si je voulais bien le rappeler. J'ai laissé le message défiler jusqu'à ce que sa voix s'efface dans le grésillement. Je suis restée là un long moment, fixant le mur pendant que la maison se stabilisait autour de moi. De petits craquements au plafond et le vrombissement lointain d'une voiture traversant le parking. Il m'est apparu que c'était la première fois depuis des années que je l'entendais paraître incertain. La première fois que j'entendais quelque chose proche de la peur dans sa voix. J'ai posé le téléphone et j'ai marché vers la fenêtre. Dehors, les lampadaires brillaient sur la chaussée, et une voisine promenait son chien dans l'air froid de la nuit. La vie suivait son cours, normale et régulière, alors que la mienne avait basculé en une seule inspiration. Quand je me suis retournée vers la pièce, quelque chose en moi s'est senti plus clair, pas triomphant, pas vengeur, juste certain.
J'ai repris le téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro du greffier civil du comté de Tacoma. Une voix a répondu à la deuxième sonnerie, un jeune homme qui semblait débuter dans le métier. J'ai posé quelques questions sur les litiges de propriété, les responsabilités des co-emprunteurs et les étapes pour documenter formellement les contributions financières versées pour une maison qui ne m'appartenait pas légalement. Il m'a tout expliqué simplement. J'ai pris des notes, je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis assise à ma table de salle à manger et j'ai ouvert mon ordinateur. La lumière de l'écran a balayé la pièce pendant que je créais un document intitulé « Résumé des relevés financiers ». J'ai listé chaque dollar versé dans cette maison, chaque mois de facture, chaque réparation, chaque facture, chaque nuit tardive passée à transférer de l'argent que j'aurais dû dépenser pour moi-même. Le total semblait irréel, comme s'il appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. L'appartement est resté silencieux pendant que je rassemblais tout dans un dossier propre sur mon ordinateur. Quand j'ai fermé l'ordinateur portable, le poids qui habitait ma poitrine depuis des années s'est enfin déplacé. Je me suis levée, je suis allée vers l'entrée et j'ai remis mes chaussures. L'air de la nuit était vif quand je suis sortie. J'ai descendu les escaliers et traversé le parking jusqu'à la boîte aux lettres située sous une lumière tamisée. Mon souffle montait en petits nuages alors que je tendais la main vers la poignée métallique. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe. J'ai reconnu l'écriture instantanément. Les lettres de mon père étaient sèches et anguleuses, comme s'il gravait chaque ligne au lieu de l'écrire. J'ai tenu l'enveloppe un instant, mon pouce effleurant le coin. Puis je l'ai ouverte. La lettre à l'intérieur était courte. Il écrivait que j'étais allé trop loin. Il écrivait que je l'avais embarrassé devant des gens qu'il avait connus toute sa vie. Il écrivait que la famille devrait garder ses affaires à l'intérieur de la maison. Il écrivait qu'il espérait que je comprenais les dégâts que j'avais causés. Il n'a rien écrit sur les dégâts qu'il avait causés, lui. J'ai replié la lettre et l'ai glissée de nouveau dans l'enveloppe. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai simplement rapportée dans mon appartement et placée dans le même tiroir où je gardais les documents de mon ancienne vie. Ce tiroir avait l'habitude de peser lourd. Maintenant, il ne contenait plus rien d'autre que du papier. Le lendemain matin, la lumière du soleil a découpé de fines lignes dorées sur le sol de ma chambre. J'ai fait du café lentement, savourant la chaleur montant de la tasse, laissant ma respiration s'apaiser. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, mais cette fois c'était un SMS de quelqu'un d'autre. C'était la journaliste. Elle écrivait que l'article était en ligne et qu'elle l'avait encore mis à jour avec une brève note de la rédaction clarifiant les relevés financiers. Elle disait que la réponse était déjà forte. Elle écrivait qu'elle appréciait ma volonté de dire la vérité, même quand c'était difficile. Je l'ai remerciée et j'ai fermé le message. Pour la première fois, j'avais l'impression que l'histoire n'était plus entre les mains de quelqu'un d'autre. Elle tenait d'elle-même. Plus tard dans l'après-midi, on a sonné à ma porte. Quand j'ai ouvert, ma cousine Jenna se tenait là, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Elle avait l'air nerveuse d'une manière que je ne lui avais jamais connue. Elle m'a dit qu'elle avait lu l'article. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas toute la vérité et que la discussion de groupe de la famille était un désastre absolu. Elle a dit que mon père hurlait sur tout le monde et les accusait de le trahir. Elle a dit que ma belle-mère pleurait à cause de la honte et que mon frère Luc était furieux que la vérité soit sortie. J'ai écouté tranquillement. Quand elle a fini, elle m'a regardé avec quelque chose comme du regret. « Je suis désolée, a-t-elle dit, de ne pas l'avoir vu plus tôt. Pour une fois, je n'ai pas balayé ses excuses d'un geste. J'ai simplement hoché la tête. Nous avons parlé quelques minutes sur le pas de ma porte. Elle a dit qu'elle n'attendait pas de pardon et qu'elle ne demandait rien. Elle voulait juste reconnaître les dégâts. Quand elle est partie, mon appartement m'a semblé redevenir chaleureux, comme si l'air avait changé très légèrement. Ce soir-là,
alors que le soleil déclinait, je suis allé sur le petit sentier derrière mon immeuble. Les arbres bruissaient doucement au-dessus de moi. Un ruisseau coulait, mince et glacé, le long du chemin. Je suis resté là, les mains dans les poches, respirant le froid, le laissant s'installer en moi comme la vérité l'avait enfin fait. J'ai pensé à la fille que j'étais autrefois, celle qui cherchait l'approbation, qui payait pour la paix, qui se tordait dans tous les sens justes pour entrer dans le cadre des attentes de quelqu'un d'autre. Puis j'ai pensé à la femme que je suis maintenant. La femme qui avait choisi sa propre vie. La femme qui était enfin sortie de la tempête. Quand je suis revenu dans mon appartement, le salon semblait plus lumineux. Le silence ressemblait à un ami. Le poids avait disparu. Je me suis assise sur le canapé et je me suis laissé respirer pleinement pour la première fois depuis longtemps. Et si on vous a déjà dit que vous étiez trop, ou pas assez pour votre propre famille, rappelez-vous ceci. Le silence peut être une force, et la vérité peut être la plus éclatante des vengeances.